Salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. Podcast au cours duquel nous travaillons sur les enjeux de direction générale. Nous travaillerons à voir ensemble quels sont les défis à relever en tant que dirigeant et quelles sont les astuces, les méthodes, les outils, l'état d'esprit, les approches nécessaires pour être sûr de ce qu'on sera à la hauteur de ces défis. Prendre une entreprise du 21e siècle et créer les conditions de sa croissance, de son développement et de sa pérennisation. C'est ce que nous voyons dans ce podcast de CEO Challenge Podcast. Nous sommes au numéro 61 et moi je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro. Eh bien, l'une des idées qui m'est passée par la tête dernièrement, c'est de me demander est-ce que c'était aussi difficile pour ceux qui ont créé les entreprises avant, ceux qui géraient les entreprises avant, de pouvoir gérer les entreprises. Est-ce que peut-être ils ne jouissaient pas, ils ne bénéficiaient pas de conditions plus favorables? Eh bien, je lui pose souvent cette question parce que j'ai d'énormes difficultés en tant que dirigeant à faire le chemin. Alors que j'ai échangé avec un ami un jour, au moment où nous avions appris le décès de feu Pathé John, le président fondateur de Sunu Group, eh bien, je lui demandais comment les pionniers comme Pathé John, Jewe Jondo de Ecobank et Askai, Jean-Kakou Diago de NCA, Defoso Kadji de Kadji Group, Dosongi Kone de AFG, Paul Fokam et autres, comment ils ont réussi à créer de si grands empires alors que cela a été fait dans des conditions technologiques peut-être les plus basiques. Je me demande, mais les gars, comment ils ont fait? Mon ami m'a expliqué que ils ont eu la chance, ils n'ont pas eu la chance du moins d'avoir autant de MBA d'ingénieurs ou de diplômés formés dans des écoles supérieures que nous en avons aujourd'hui. Mais ils ont eu à faire de la comptabilité dans de grands livres, dans des journaux, dans des cahiers. Ils ont eu à tracer des colonnes, débit crédit avec des décimètres. J'ai essayé un petit peu de remuer un petit peu le débat, de pousser un petit peu la réflexion un peu loin, en provoquant un tout petit peu mon ami. Mais tu sais, cher ami, il y a eu aussi des conditions favorables pour eux. Par exemple, la plupart des gens qui sortent des écoles étaient prêts à se faire embaucher à n'importe quel prix et avec n'importe quel traitement. La réglementation était très serrée. Par exemple, il fallait 1 milliard pour créer une banque et 100 millions pour créer une compagnie d'assurance. Les coûts technologiques, dont la cybersécurité ou la protection des données, n'étaient pas aussi pesants qu'aujourd'hui. Et en tant que pionniers, ils avaient en face des gouvernements et des régulateurs qui étaient moins regardants et qui les soutenaient. Donc, les choses ont peut-être été simples pour eux. Voilà. Et surtout que, bon, voilà, ils avaient des soutiens, ils étaient valorisés, etc. Ils étaient les champions ou les champions rares. C'est ce que je disais à mon ami. Et mon ami m'a fait comprendre que je n'exagérais pas dans mes propos, mais que chaque époque a ses contraintes et ses opportunités. D'ailleurs, dès le début, nous avons mentionné le caractère exceptionnel des réalisations des pionniers. Ils ont pu faire quelque chose. On se demande parfois s'il y a des gens qui pourront les remplacer. Mais mauvaise nouvelle, ceux qui ont décidé de les copier de l'extérieur, voire de l'intérieur, sans savoir exactement comment on réalise une vision dans des conditions aussi difficiles que ce qu'ils avaient à l'époque, se sont cassés la figure. Et tous aisément, en les étudiant, en m'inspirant des pionniers, il me semble aujourd'hui que pour réaliser une vision, quelques facteurs clés sont devenus éliminatoires, même si la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Le premier facteur, c'est l'adhésion des salariés. Aujourd'hui, ça coûte très cher d'attirer, n'est-ce pas, les salariés. C'est facile de dire que les choses étaient simples pour les pionniers. Mais la question est de savoir combien d'entreprises privées faisaient plus de 100 milliards, 10 millions par exemple de chiffre d'affaires et qui pouvaient payer un directeur financier 1 million ou 1,5 million de salaire. Il y avait un Côte d'Ivoire par exemple dans les années 90 voire 2000. Et par combien ce nombre est multiplié aujourd'hui? Donc, je ne parle même pas de la surenchère salariale qui fait qu'aujourd'hui, avec moins de 2 millions, il vous est difficile de débaucher un directeur dans le secteur des assurances au Sénégal, par exemple. Il fut un moment où le fait d'offrir plus d'1 million de salaires était assez exceptionnel pour obtenir l'adhésion donc, du coup, des salariés. Aujourd'hui, si tu veux l'adhésion des salariés, non seulement ils ont le choix,
ils n'ont même pas besoin de travail parce qu'ils sont assez riches et leurs parents, les hommes dans de grandes écoles, ils sont assez riches. Ils auraient pu rester au Canada, en France, et dans les appartements des parents, etc. Deuxièmement, ils aspirent à se mettre à leur propre compte. Donc, du coup, si vous ne les traitez pas bien, ils peuvent aller ailleurs. Ensuite, il y a des offres exceptionnelles du marché qui les attirent lorsqu'ils ont un bac plus 4 ou 5, 4 par exemple, avec 5 ans d'expérience. Et parfois, ces offres-là sont supérieures à 1 million 5 francs CFA ou par exemple 5 000 dollars lorsqu'ils ne sont pas directeurs. Puis, les salariés sont de plus en plus tournés vers une recherche de bien-être et d'accomplissement personnel que l'obligation classique d'avoir un travail et un salaire. Et n'adhèrent plus bêtement. Ils peuvent immigrer même au Canada. Vous voyez, ils ont tellement de choix qu'il faut de nouvelles offres pour les attirer et les avoir avec soi. Et tout dirigeant qui veut réaliser une vision doit commencer par savoir est-ce qu'il est capable pour son dream, pour son rêve, de bâtir une vraie équipe pour aboutir à une dream team. Le défi, le numéro 2, le deuxième défi qu'on a relevé lorsqu'on décide de pouvoir réaliser une vision au XXIe siècle aujourd'hui, eh bien, avec toutes les facilitations qui ne sont pas toujours au rendez-vous, eh bien, c'est la conditionnalité. Il y a des conditions à remplir. Il y a plus d'ailleurs de conditions à remplir qu'aujourd'hui, qu'hier, quand il faut créer et développer un grand groupe et développer une entreprise, multiplier son chiffre d'affaires par 3, 4, par 4, par 5, par 6, par 7, par 10, n'est-ce pas? Encore une fois, je n'ai pas dit que les choses étaient plus faciles pour les pionniers. D'ailleurs, ils ont dû tout créer. Par exemple, Amadou Diao, qui a créé le groupe ISM et qui est l'un des pionniers de l'enseignement supérieur privé au Sénégal et dans l'espace UMOA, raconte souvent comment il y avait une inexistence de réglementation au Sénégal, par exemple. Ils ont dû s'asseoir avec le ministère de l'Éducation nationale pour en créer et créer donc du coup une loi cadre de l'enseignement privé au Sénégal, par exemple. Hein. Et je vais dire, c'est un grand défi parce que si quand on doit commencer à zéro, c'est un peu plus compliqué. C'est très compliqué pour eux. Mais aujourd'hui, les conditions à remplir sont de plus en plus corsées. On ne parlera même pas de la réglementation qui est plus corsée, ni des nouvelles exigences des clients, du banquier, des salariés. Il y a trop de conditions à remplir pour faire prospérer sur un marché, une entreprise et atteindre des objectifs stratégiques, n'est-ce pas? Donc, en effet, la plupart des dirigeants sous-estiment le nombre de conditions à remplir pour réaliser une vision. Et la plupart des dirigeants ne sont même pas préparés et ne sont même pas prêts, donc, du coup, à remplir ces conditions-là. Si vous me demandez comment on sait qu'il y a des conditions, plus de conditions qu'on en sait, qu'on ne remplit pas les conditions, je répondrai que il faut voir si on est en train d'atteindre ces objectifs dans les délais. Sinon, se demander ce qu'on a fini par faire, ce qu'on doit finir par faire, n'est-ce pas? Ce qu'on doit finir par intégrer et considérer comme conditions à remplir au minimum et désormais pour y arriver. Et c'est à ce niveau que tout le monde finit par constater qu'il n'y a plus de conditions qu'il n'y en avait eu au départ, qu'il n'en avait vu au départ. Donc du coup, celui qui se lance doit savoir qu'il y a plus de conditions qu'il essaie. Il doit étudier, consulter, vérifier, challenger le statu quo. Il doit questionner ses inefficacités. Il doit identifier au fur et à mesure les nouvelles conditionnalités pour pouvoir réaliser sa vision. Il doit surtout benchmarker, tenir compte des particularités de son secteur, de ses collaborateurs, de la technologie, du pays où il est, de l'endroit où il est, et implémenter assez vite pour savoir ce qu'il faut optimiser et rester dans une dynamique d'amélioration continue. Le troisième défi majeur qu'il faut relever aujourd'hui pour faire la différence, pour réussir à réaliser une grande vision comme les Elon Musk, comme les Jeff Bezos, eh bien, les Bill Gates, les Sergey Brin, n'est-ce pas, et autres de Google, voilà, les Mark Zuckerberg de Facebook Meta, eh bien, il faut utiliser la technologie. La technologie a cette capacité extraordinaire à permettre de faire de la disruption. Comment Wave arrivait à réussir à perturber sur plusieurs marchés, n'est-ce pas, le modèle de revenu de MTN, le modèle de revenu de RTL, le modèle de revenu de Move, le modèle de revenu de Orange? Eh bien, c'est grâce à la technologie et bien d'autres innovations. Mais d'abord, grâce à une application mobile facile à installer et beaucoup d'optimisation, de recherche, de buzz sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google, etc. Ils avaient une armée de guerriers numériques à l'époque où les conditions de publicité de désinformation sur Facebook, par exemple, étaient assez laxistes, n'est-ce pas? La plupart des gens mentionnent en général le tarif, mais beaucoup de fintech ont une tarification plus abordable que Wave, mais n'ont jamais fait trembler autant ou en tant que tel les gérants des télécoms.
Et les vagues se sont calmées pour ces opérateurs maintenant. Mais d'ailleurs, puisque la technologie est facile à imiter et intégrer, c'est Wave qui se pose des questions dès à présent. Aujourd'hui, quand est-ce qu'elle va faire de ses effectifs pléthoriques, qu'est-ce qu'elle va faire de la baisse de la facilité de recrutement digital des utilisateurs. La bonne nouvelle, c'est que celui qui va trouver la prochaine technologie disruptive ou un enchaînement de technologies va définir à nouveau le jeu de la pertinence, de la concurrence, de la compétitivité sur nos marchés. En effet, la capacité à utiliser la technologie pour réaliser des optimisations rapides et à forts avantages compétitifs est ce qui fait la différence lorsqu'on doit attaquer, s'installer et dominer durablement un marché. Il y a un quatrième et dernier défi que tout dirigeant, tout visionnaire qui veut réaliser une vision sur un marché doit relever, c'est la capacité de mise en œuvre. Je suis impressionné par la machine à lever des fonds des startups et leur valorisation spectaculaire. Je parlais avec un ami la dernière fois et je lui ai posé une question. Mais lorsque je vois Wizall, Wave, InTouch, Jamo, Julaya, Paydunia, Snapey arriver à lever autant de fonds qu'est-ce qui ferait la différence selon lui? Je lui ai demandé qu'est-ce qui fait la différence selon lui. Il m'a dit, écoute, c'est la capacité de mise en œuvre. Il y a une statistique qu'on a déjà entendue lors des forums, on va dire, lors des conférences, lors des salons, si au forum, tout ce que vous voulez, etc. On a entendu dire que 95% des entreprises créées meurent avant l'âge de 5 ans. Alors, c'est ce qu'il est avéré dans plusieurs pays. En général, on cite le manque de financement comme cause principale. Personnellement, je vois une seule cause, et comme l'a dit mon ami, c'est la capacité de mise en œuvre. Pourquoi? Parce que je considère que lorsque vous savez mettre en œuvre une idée, vous savez forcément mobiliser les ressources dans le financement pour y arriver. Les idées, les astuces, les bonnes pratiques, les stratégies, on peut les lire dans les livres, on peut les apprendre lors des formations, on peut les entendre dans des témoignages. On peut prendre des notes, entendre encore et encore. Mais celui qui va réussir à mettre en œuvre ce qu'il a appris fera la différence. C'est d'ailleurs pour cela que je donne toujours mes PowerPoint gratuitement aux participants. Pourquoi? Parce que la vie, c'est comme le bac canadien. La vraie vie se déroule avec les documents autorisés. Vous avez la Bible, le Coran, les procédures, la réglementation, les livres et guides pratiques. C'est celui qui applique et met en œuvre. C'est celui-là qui va donc du coup faire la différence. En effet, il est facile de rêver. Même beaucoup de gens n'ont pas le courage de rêver grand. Mais le plus important, c'est la capacité de mise en œuvre. Beaucoup de congénères de Jacques Diagou, de Paté John, de Paul Fokam, de Kadji, de Fosso, de Jeff Jondo ont essayé de faire la même chose mais certains ont été rattrapés par l'incapacité de mise en œuvre avec du sérieux, n'est-ce pas? D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs burkinabés ont emboîté le pas, par exemple, à Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris Banque Internationale, en créant successivement leur propre banque, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas encore. Mais la capacité de mise en œuvre, la rigueur dans la gestion va faire la différence dans 10 ou 15 ans quand on fera le bilan. Donc, tout dirigeant devait relever rapidement ces défis dont nous avons parlé. Nous avons parlé du besoin pour le dirigeant de relever le défi, de l'adhésion des salariés, le besoin pour le dirigeant de s'assurer de ce qu'il va réussir à remplir les nouvelles conditionnalités d'opérations dans ses opérations, dans le pays où il doit développer une entreprise, dans le pays où il est. La capacité du dirigeant à utiliser la technologie pour faire la différence, la capacité du dirigeant à mettre en œuvre les belles idées, les belles stratégies, c'est ça qui permet de faire la différence lorsque on est un visionnaire, lorsque on veut réussir en tant que dirigeant. Et tout ceci va faire rapidement la différence. Tout dirigeant doit se concentrer. Et si vous êtes tenté, contactez HNC Executive Education. C'est le travail que nous faisons à HNC avec beaucoup de succès. Nous avons lancé d'ailleurs un nouveau programme spécial de coaching des dirigeants. Et vous pouvez dès à présent en profiter, n'est-ce pas, en cliquant sur le lien en bas. Et nous allons vous accompagner pendant 2 ans pour devenir DG ou réussir en tant que DG. Voilà, 4 conditions, 4 défis à relever. Si on se concentre et on crée les conditions de réalisation de ces défis-là, on peut faire la différence. Allez, j'ai été très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre podcast CEO Challenge, podcast. À demain, Inch'Allah.